Et c'est bon. Nickel, donc j'espère que vous allez tous très bien. Je refais moi, petite intro. Ouais, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une bonne semaine. Alors, hop, je reviens. Parce que là, j'ai l'air un peu blanc quand même sur Twitch. Mais vous inquiétez pas, tout va bien, les amis. Donc je disais, oui, on se retrouve pour l'actu du jour pour discuter des matchs de la veille, hein. Donc on avait de la Ligue des Champions féminine avec le Bayern Munich contre Manchester United, on avait Chelsea contre Arsenal, on avait aussi les qualifications, non ça les qualifications on en a déjà parlé hier, hein, c'était dans la nuit, donc on en avait déjà parlé. Et on va parler des matchs de ce soir. Alors ce soir, il n'y a pas grand-chose, hein. La trêve internationale est totalement finie, donc il n'y a plus de matchs. Il n'y a que ces deux matchs de Ligue des Champions féminines entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Donc un classico en Ligue des Champions chez les féminines. Et Lyon, l'OL Lyon contre Wolfsburg. Voilà, on en parlera. Et après, dans notre revue de presse, on a toujours des articles sur le fiasco de l'Italie en Bosnie, hein, l'Italie qui va manquer une troisième Coupe du Monde, donc on va en reparler rapidement, vers une démission du président de la fédération, Gabriele Gravina, Gennaro Gattuso, aussi pourrait quitter l'Italie. Et après, je ne sais pas si vous lisez l'équipe ou non, mais on a un gros dossier sur les salaires de Ligue 1. Sur les salaires de Ligue 1 en France. Donc on va en parler évidemment, hein. On va essayer de checker un peu toutes ces infos, ce gros dossier, notre dossier complet sur les salaires de Ligue 1, les écarts grandissants entre les clubs, quel est le club le plus riche, Marseille, Monaco. Dites-moi, hein, comme ça. Ça va être plutôt intéressant de pouvoir en parler. Donc vous me direz quels sont les clubs qui vous intéressent et on pourra parler de enfin, des salaires de Ligue 1. Salut à Karazu, j'espère que tu vas bien en tout cas. Si tu ne peux pas rester, enfin c'est pas grave, dommage, mais merci au moins d'avoir mis un petit message sur le live. Merci beaucoup et j'espère que tu vas passer une bonne journée. En tout cas, euh, voilà, donc ce que je disais, oui, sur les salaires de Ligue 1, dites-moi hein, quel club vous voulez qu'on aille voir et on ira voir toute cette histoire sur les salaires de Ligue 1, quels sont les plus élevés, dans chaque club, tout ça, on pourra le faire. Il y a même sur les salaires en Europe, les salaires de Ligue 2, même les salaires des arbitres. Putain, ça a bossé à l'équipe, hein, ça a bossé. Donc on va pouvoir en parler. Euh, voilà, et après, ça sera... Ah oui, Chelsea. Aussi, on a un article sur Chelsea. Vous connaissez l'addiction pour Chelsea à faire des nombreux transferts chaque mercato. Et la stat, c'était 75 millions ont été versés à des agents sur les 12 derniers mois à Chelsea. Enfin, par Chelsea, pour différents transferts. 75 millions, c'est assez énorme, c'est le prix d'un joueur. Et après, du coup, fin de trêve internationale, on approche de la Coupe du Monde 2026. On connaît tous les qualifiés, donc les 48 équipes. Et donc, on va se faire nos petits pronos en fait de cette compétition, même si on pourra le refaire, hein, mais déjà dans l'actualité, dans ce qu'on a vu, on pourra se faire notre petit prono pour la Coupe du Monde. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat, que ça soit sur TikTok, sur Twitch, hein, pour ceux qui nous rejoignent. Euh, N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur la chaîne YouTube, la, en route vers la troisième étoile, hein. Donc on parle de l'équipe de France, hein, qui, les deux derniers matchs de l'équipe de France, les deux derniers, le dernier rassemblement, tout ce qui s'est passé. On approche, hein, c'est la dernière ligne droite vers la Coupe du Monde. Donc n'hésitez pas sur la chaîne YouTube, sur les plateformes de podcast si vous préférez écouter. Et après, vous pouvez toujours nous follow sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, X, Facebook, Snapchat et Thread. Et la dernière chose que je voulais notifier, oui, cet après-midi, normalement, il y a la conférence de presse de l'OGC Nice, vu que la Ligue 1 reprend avant Strasbourg. Et donc, je serai sur place et normalement, vous aurez un résumé sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram.
Donc restez branchés, ça sera ce soir ou au plus tard demain matin, demain après-midi pour tout ça. Voilà, on va démarrer tranquillement. Je disais oui, on va démarrer tranquillement avec donc les matchs de hier soir de Ligue des Champions féminines parce que c'est à peu près tout ce qu'on avait. Après on avait la... Alors je sais pas si nos amis qui étaient présents hier, qui nous parlaient de la Ligue 1 algérienne, sont là. Il me semble pas avoir vu Sarah et j'ai plus le nom de l'autre personne. Mais voilà, il y avait peut-être ça dont on peut parler, sinon le reste, c'était pas forcément intéressant. On avait de la nationale aussi, mais voilà, il y avait pas grand-chose non plus. Donc on va aller sur cette Ligue des champions féminine. Hop, le petit café, et on est parti. Donc, on disait hier, match retour des quarts de finale de Ligue des champions de Women's Champions League. Avec Arsenal, enfin Chelsea contre Arsenal. Au match aller, Arsenal avait gagné 2 buts à 1, 3 buts à 1, pardon, contre les joueuses de Chelsea, emmenées par la française Sonia Bonpastor. On disait que Arsenal était favori, même si c'était un match à domicile à Stamford Bridge pour les joueuses de Chelsea. On disait Arsenal plutôt favorite. Alors sur ce match, déjà sur les compos, rapidement, je ne connais pas toutes les joueuses évidemment, mais on avait bien Alicia Russo, Blackstenius aussi devant dans cette attaque d'Arsenal. Sur les autres joueuses, on avait bien Caldente au milieu de terrain, l'Espagnol. Euh, et on va revenir aussi sur la gardienne d'Arsenal, Van Doom Selar, donc ça doit être une Hollandaise évidemment. Euh, qui a fait un très très gros match pour maintenir le résultat pour Arsenal. Côté Chelsea, Anna Hampton, la gardienne de l'Angleterre. On avait, Nusken aussi qui a fait un bon match. Lauren James, la sœur de Rhys James, hein. Euh, alors, est-ce que... Ouais, on avait Lucy Bronze en défense aussi, la défenseuse anglaise. On avait Keira Walsh, aussi la milieu de terrain, voilà. C'est juste, j'essaye de me rappeler les prénoms à chaque fois, j'ai du mal. Voilà, après le reste, je les connais pas forcément les joueuses. Et on a Sandy Baltimore qui est rentré en cours de match hein, pour cette équipe de Chelsea. En tout cas, sur ce match, bon, des stats plutôt équilibrées, je vois. Euh, 59% de possession pour Chelsea, 16 tirs, 5 cadrés pour Chelsea, 22 tirs, 4 cadrés pour Arsenal. Alors, c'est pas très précis, ils ont dû pas mal tirer de loin, on va aller voir ça. Tir en dehors de la surface, 10 pour les joueuses d'Arsenal, donc voilà, c'est pour ça. Il y a quand même eu 2 montants touchés de la part des joueuses de Chelsea, un poteau pour Arsenal, et après, alors elle a fait que 4 arrêts, mais alors 4 arrêts décisifs, hein, pour le coup, la gardienne d'Arsenal, et 4 arrêts pour Anna Hampton, la gardienne de Chelsea. Alors, pour le coup, Chelsea a dominé totalement ce match, hein. Pardon. Chelsea a dominé totalement ce match, en tout cas dans mon impression visuelle, hein. Il y a eu beaucoup d'actions pour les joueuses de Sonia Bonspastor. Nusken qui n'a pas arrêté d'essayer de marquer, hein. Bon, c'est son rôle du coup, mais qui a eu beaucoup d'actions. Est-ce qu'on a les stats de cette joueuse? Euh, non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Mais qui a beaucoup tenté et pas mal de poteaux, d'actions repoussées de la gardienne Van Damme Saler. Euh, et donc, elles n'ont pas réussi à ouvrir le score tôt dans le match, hein. Van Damme Saler, pardon. Les joueurs de Chelsea n'ont pas réussi à ouvrir le score. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de poteaux, beaucoup de ratés, d'arrêts de la gardienne. Elles ont ouvert le score qu'à la 90e plus 4. C'était déjà trop tard pour ces joueuses de Chelsea. Arsenal qui a eu l'occasion de marquer, il y a eu un but refusé pour hors-jeu de Blackstenius. Il y a eu un poteau aussi pour les joueuses d'Arsenal qui aurait pu clore plus tôt le match. Mais voilà. Euh, Ces joueuses d'Arsenal, enfin les joueuses de Chelsea qui mettent un but à la 90e plus 4, donc victoire 1 but à 0. Mais c'est bien Arsenal qui se qualifie pour les demi-finales de Ligue des Champions qui affronteront. Elles affronteront sûrement ou Lyon ou Wolfsburg. Non, ouais, c'est ça. Arsenal affrontera ou Lyon ou Wolfsburg. On verra pour les matchs de ce soir. Mais en tout cas, Arsenal est bien qualifié pour cette Ligue des Champions féminine.
Dans l'autre match qui avait lieu juste avant, qui était un peu plus intéressant, c'était le Bayern Munich contre Manchester United. Donc moi je disais hier, hein, ne pas sous-estimer cette équipe de Manchester United. Il y avait une victoire à l'aller 3-2 pour les Allemandes. Voilà, donc au niveau de ses compos, là pareil, je connais pas toutes les joueuses non plus, hein, mais on avait bien la française Melvin Mahler par contre devant en pointe, Rolfo à gauche, euh, Lundqvist aussi en défenseuse gauche du côté de Manchester. Et après, pour le reste, je ne les connais pas. Et côté Bayern, alors là, pour le coup, là non plus. Il y avait Harder, la buteuse, la semaine dernière contre ces joueuses de Manchester United. Mais donc, voilà, hein. Une grosse domination de la part du Bayern. Pourtant, Manchester United, c'est elle qui avait ouvert le score. Euh, les joueuses de Manchester United. Donc on voit, hein, c'est une domination plutôt du Bayern. 3 arrêts de la part de la gardienne du Bayern. Et donc c'est Melvin Mallard qui avait ouvert le score à la 11e minute. Donc c'était une égalité sur les scores cumulés, hein, jusqu'à la 81e minute. Manchester United qui a essayé de pousser, même si elles n'étaient pas forcément très dangereuses. Elles ont essayé de pousser jusqu'au bout. Et donc Melvin Mallard qui avait marqué ce but. Et à la 81e, c'est le craquage pour les joueuses de Manchester, hein. Pourtant, le coach du Bayern Munich, alors est-ce que j'ai son nom? Euh, voilà, qui est juste là, José Barcala, avait décidé de ne pas faire de changement. Et ces joueuses n'ont pas craqué au final et elles ont inversé la tendance. Un but de Vigos Dottir et un but de d'Allemagne 3 minutes plus tard ont qualifié les joueuses du Bayern Munich pour les demi-finales de Ligue des Champions, hein. Ça a été, on sentait qu'après dans les têtes pour les joueuses de Manchester, hein, même au 1-1, elles ne pouvaient pas revenir. Du coup, on se retrouve avec une victoire du Bayern et donc une qualification. Les joueuses du Bayern affronteront sûrement du coup le Barça, hein, parce que ce soir on a le retour du match du Classico entre le Real Madrid et le Barça, sachant que le Barça avait gagné 6-2 contre le Real. À part une grande remontada de la part des joueuses du Real, on aura un Bayern FC Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions. Ligue des Championnes même. Donc voilà pour les matchs de hier soir. Après, on y va rapidement sur la Ligue 1 algérienne. Donc le derby d'Alger, où c'est le MC Alger premier au classement, pardon, qui s'est imposé 1-0. Et donc qui reste premier, un but comment il s'appelle, Zinedine Ferrat. Il peut pas passer en Ligue 1, lui? Oui, effectivement, voilà, il est passé par Angers, par Nîmes, par Le Havre. Ça me disait quelque chose, donc un but de Zinedine Ferrat qui donne la victoire dans le derby d'Alger. Après, le JS Kabylie s'est imposé contre Bel Aknoun 3-1 et Belouizdad a battu 3-0 Paradou à Paradou. Donc voilà, donc sur les matchs de ce soir, on a seulement 2 matchs qui nous intéressent, hein. Après le reste, pas forcément grand-chose. Je regarde en même temps, mais euh, j'ai pas l'impression. On a de la série D. Non mais voilà, on a que ces 2 matchs de Ligue des Champions féminine une nouvelle fois. Donc on disait le FC Barcelone, hein, qui jouera à 18h45. Je le rappelle, c'est disponible sur Disney+, les matchs, hein. Donc le FC Barcelone contre le Real Madrid, un classico chez les féminines. Et donc c'est le Barça qui s'est imposé 6-2 au match aller. Est-ce qu'on peut revenir sur ce match? Voilà. Entre-temps, hein, entre-temps, donc c'était ce week-end, le 29 mars. Voilà, dimanche, hein, elles en ont pris 3 de plus, le Real en Liga féminine. Et donc, on a plutôt une grosse domination de la part du Barça dans cette Liga. Et donc, du coup, ce que je disais, oui, le 6-2 au match aller, un début de Pajor, de Brooks, un doublé de Pajor et de Vicky Lopez, hein, la jeune espoir du côté du Barça. Et donc, en plus, là, ça sera au Camp Nou ce soir. Donc, les joueuses du Barça sont largement favorites pour passer en demi-finale contre le Bayern. On disait, hein, sur les cotes, on le voit, 1-10, 1-0-8, 1-0-8, 1-0-7. Évidemment, si vous pariez les amis, faites attention. Pas la maison, pas le PEL, pas la voiture, peu importe. Même pas la Play 5, hein, on met. Donc, voilà.
L'autre match, par contre, qui va nous intéresser, ça sera l'OL Lyon qui va jouer au Parc Olympique au Parc Olympique, au Groupama Stadium, contre Wolfsburg. Le match aller avait été perdu par les Fenotes, 1 but à 0, mais tout est jouable pour cette équipe de Lyon, emmenée par le coach espagnol Giraldez, voilà. Jaime? Non? Jonathan Giraldez, voilà. Qui était invaincu, hein, cette équipe de Lyon qui était invaincue cette saison, qui n'avait pas perdu un match, et donc qui avait perdu leur premier match contre ces joueuses de Wolfsburg. On compte sur Ada Egerberg, Melchi Dumornay, Tabitha Chaunga, Khadija Toudjani, évidemment, Wendy Renard aussi, Salma Bacha, Marie-Antoinette Katoto, enfin, toutes les joueuses de l'Olympique Lyonnais, normalement, devraient être titulaires. Alors, peut-être que Marie-Antoinette Katoto sera sur le banc, on en a l'habitude en ce moment. Depuis 2 minutes, mobile pour voir les commentaires de ton live. Ok. Non, j'ai pas l'impression que. Ouais, j'ai pas l'impression que ça bougeait. Donc, on disait oui, donc sur cette équipe de l'OL Lyon, voilà. Il y a des joueuses qui peuvent faire la différence contre cette équipe de Wolfsburg. Après, on a une équipe de Wolfsburg très intéressante, hein, avec la buteuse devant, Berenstein. Il me semble qu'elle est hollandaise. Voilà, Linné de Berenstein. Euh, on a vu des joueurs. Alors, les joueurs, je les connais pas forcément. J'ai trouvé Hutt, je l'ai trouvé plutôt intéressante. Et donc voilà, en plus capitaine. Mais voilà, il faudra se méfier pour cette équipe de Lyon. Mais pareil, là, je le redis, la tendance peut être inversée. Les Lyonnaises peuvent s'imposer contre cette équipe de Wolfsburg. Voilà. Donc après, sur le match, elles sont même favorites, hein, au niveau des cotes, hein, 1,10, 1,13. Donc, euh, rien n'est joué, en tout cas, dans ce quart de finale. Et la vainqueur affrontera, évidemment, on disait, Arsenal. Voilà. Donc voilà, c'était les seuls matchs qu'on avait pour aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, hein, on va faire un peu plus court que d'habitude, hein. Moi, euh, je dois y aller juste après, hein. Je dois vite partir. Donc on s'arrêtera vers 11h30 parce que je dois me rendre à la conférence de presse de l'OGC Nice, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc je ne pourrai pas rester plus longtemps. Donc on va passer à notre revue de presse, je le disais, on a le gros dossier de l'équipe avec tous les salaires, enfin, sur les salaires de Ligue 1, sur les salaires de Ligue 2, même des salaires en Europe, les arbitres, les féminines. Donc si vous avez des questions sur une équipe, eh ben, n'hésitez pas, on ira voir tout ça tous ensemble. Voilà, sinon, on continue. Et ben, on va rester sur cette trêve internationale, même si elle se finit, elle est donc finie, hein, cette trêve internationale. Les joueurs à peu près sont tous revenus dans leur club. On va parler une nouvelle fois du fiasco de l'Italie contre la Bosnie, pour se qualifier contre la Bosnie pour la prochaine Coupe du Monde. Pardon, je cherche mes mots ce matin. Désolé. Hop. Donc voilà, sur cette équipe d'Italie, après le fiasco de la troisième élimination d'affilée en barrage pour la Coupe du Monde, quel avenir pour l'Italie? Un article de Mélissande Gomez. Donc qualifié pour la Coupe du Monde pour la troisième fois d'affilée, l'Italie paye les limites de son vivier et son étonnante résistance au changement. En ce mercredi 1er avril, Arrigo Sacchi fête ses 80 ans. Il est possible que cela ait réveillé la nostalgie chez pas mal de tifosi qui se souviennent de cette époque où les idées géniales du Mister avaient installé le Milan et derrière lui le football italien tout entier sur le devant de la scène. Ok. Les temps ont décidément changé. L'Italie éliminée de la Coupe du Monde mardi soir à Zenica par la Bosnie-Herzégovine va vivre une troisième phase finale mondiale d'affilée comme spectatrice. C'est un coup terrible, peut-être plus douloureux encore que les échecs en barrage de 2017 et 2022, parce qu'il vient entériner un déclassement dont il va falloir essayer de se sortir.
Une mission de sauvetage qui a échoué. En 2017, quand l'Italie s'était retrouvée en barrage contre la Suède, elle ne s'y attendait pas. Elle n'avait manqué aucune phase finale depuis 1958. 9 ans plus tard, les barrages n'ont surpris personne, tant ils sont devenus un passage obligé et les Italiens savaient qu'ils auraient à franchir l'obstacle depuis juin dernier quand ils ont perdu 3 buts à 0 en Norvège pour leur premier match de qualification. D'un coup, l'horizon s'est obscurci et les Azzurri constataient leur limite déjà évidente pendant un Euro 2024 médiocre, conclu par une piteuse élimination en huitième contre la Suisse. Nous étions à 9 mois du probable futur barrage et il fallait réagir. Luciano Spalletti, dont le passage comme sélectionneur aura été un échec sur toute la ligne, était remplacé par Gennaro Gattuso qui a accepté la mission en forme de patate chaude. L'ancien milieu de terrain international a tenté de recréer du lien entre les joueurs et le maillot bleu. Il a essayé de redonner confiance à un groupe en plein doute. Il s'est appuyé sur le 3-5-2 que les joueurs connaissent, mais il n'a pas réussi. Le temps était trop court et le chantier trop profond. Un vivier qui se rétrécit, parce que le mal ne date pas de l'été dernier évidemment, le constat est dressé depuis bientôt 10 ans et rien n'a changé depuis. Au contraire, avec ses 69% de joueurs étrangers, la Serie A ne laisse pas de place aux jeunes Italiens et le réservoir dans lequel les sélectionneurs peuvent puiser se réduit un peu plus chaque année. Si sur le moment l'élimination de 2017 ressemblait à un accident de parcours, c'est plutôt la victoire à l'Euro 2021 qui est une anomalie quand Roberto Mancini avait réussi à insuffler une nouvelle énergie, bien aidé par les pieds sûrs de Jorginho et Verratti au milieu, par l'expérience de Chiellini et Bonucci derrière et par les parades décisives de Donnarumma. Les Italiens au Manolan sont encore pleurés, chaque Coupe du Monde c'est la même. Effectivement, effectivement, les Italiens, le peuple italien doit être endeuillé en ce moment. C'est assez terrible quand même parce que il me semble que cet été, il y avait l'Euro U21. Je crois que c'était l'Euro U21 où l'équipe d'Italie avait fait une très très belle compétition. Donc il y a sûrement un vivier de jeunes joueurs talentueux dans cette équipe d'Italie. Et pourtant, chaque année, ils n'arrivent pas. En plus, ils ont quand même certains joueurs de qualité. Et donc c'est assez étrange. Après, ça joue pas forcément très bien au football. Bonjour, le rapport de Baggio de 900 pages mis à la poubelle en 2010. Alors j'avoue que j'ai pas entendu parler de ce rapport de Baggio. Si tu peux nous en dire quelques mots, ou sinon on ira voir de nous-mêmes juste après. Euh, je sais pas forcément de quoi on parle. Donc dans cette équipe comme dans les autres, le talent n'était pas débordant dans les lignes offensives et les Italiens vont débattre encore dans les jours qui viennent sur la formation des joueurs et sur la manière d'enfin faire éclore de nouvelles pépites. Il faudrait une vraie politique fédérale pour relancer la détection et la formation et il faudrait un changement radical de mentalité pour donner aux jeunes joueurs l'occasion de faire leurs dents au plus haut niveau. C'était un rapport qui préconisait beaucoup de réformes pour le foot italien. Ouais, mais alors, ok, alors j'irai voir juste après exactement dans les détails, mais c'est ce qui est dit hein, par tous les journalistes hein, depuis cette élimination, qu'il faut une grosse refonte du football italien parce que là, euh, comment dire, le football italien est en train de se perdre, hein, que ça soit au niveau du championnat. À l'époque, c'était vraiment le championnat numéro un dans les années 90-2000 à peu près, faisait partie du championnat numéro un. La sélection italienne, hein, 4 étoiles quand même sur le maillot, et pourtant... on en est arrivé au stade que l'Italie se fait éliminer 3 fois de la Coupe du Monde sur les 3 dernières échéances. 900 pages qui parlent de rétablir la formation à tous les niveaux et faire émerger des attaquants. 900 pages écrites avec passion, sans ChatGPT. Tu m'étonnes. Exactement. D'accord, ben, j'essaierai de le trouver de mon côté, d'essayer de voir un résumé parce que je vais pas me farcir, je pense, les 900 pages, même si ça peut être très intéressant en tout cas. Euh, donc j'essaierai d'aller le trouver de mon côté. En tout cas, merci pour l'info, les amis. C'est des choses que j'avais pas forcément en tête. Et merci pour les likes, je vois que ça monte un peu. Donc merci beaucoup à Just Easy et Carmi 350.
Donc on continue sur cet article. Engoncé dans sa culture du résultat et ses carcans tactiques, la Serie A peine encore à faire une place au potentiel futur champion. Dans les radars depuis l'adolescence au centre de formation de l'Inter, l'attaquant Pio Esposito a dû attendre ses 20 ans pour débuter en Serie A en août dernier. 5 jours après, il débutait aussi en sélection. Le bagage est léger. Et maintenant, c'est sans doute le plus frappant dans cette succession d'échecs que tous les 4 ans, les mêmes causes sont identifiées, mais strictement rien ne change, pas même les hommes nommés en 2018 après le fiasco suédois. Gabriele Gravina, le président de la fédération, a manqué la qualification à la Coupe du Monde au Qatar, mais il est resté, puis il a traversé un Euro 2024 à l'envers, mais il est encore resté protégé par le succès de 2021. Après avoir vu une deuxième Coupe du Monde lui filer sous le nez, va-t-il s'en aller? Ces déclarations d'après-match entre la maladresse et l'ineptie ont déchaîné les critiques. Questionné sur le risque de voir les autres sports qui marchent mieux, comme le tennis, supplanter le foot dans les cœurs des Italiens, Gravina a répondu. Le foot est un sport professionnel, les autres sont des sports amateurs, on ne peut pas comparer. Waouh! Il a vraiment dit ça, ce fou? Questionné sur le risque de voir les autres sports qui marchent mieux, comme le tennis, supplanter le foot dans les cœurs des Italiens, Gravina a répondu. Le foot est un sport professionnel, les autres sont des sports amateurs, on ne peut pas comparer. Oh la décla, elle est catastrophique, sachant qu'ils ont actuellement peut-être le meilleur tennisman au monde, ou je crois que c'était le 100 mètres au JO, ou c'était un Italien qui avait gagné. En tout cas, il est chaud, un américano-italien, il me semble. Il est en place jusqu'en 2028. Il va se faire dégager, je pense. Bon, on a un article juste après hein, pour lui, le frérot Gravina. La pression est forte, du coup, notamment au ministre des Sports, Andrea Abodi, qui a dit attendre des réponses de la fédération alors que des supporters en colère ont jeté dans la nuit des œufs sur le siège de la fédération à Rome. Gravina va enchaîner les réunions dans les jours qui viennent et il a convoqué pour la semaine prochaine un conseil fédéral pour décider de la suite. Et les autres, Gianluigi Buffon, chef de la délégation en première ligne depuis l'été dernier pour avoir choisi Gattuso comme sélectionneur, a toujours dit que l'objectif était de se qualifier et qu'il partirait en cas d'échec. Gattuso aussi avait lié son destin au voyage en Amérique et son avenir semble scellé, dès maintenant ou en juin, quand un autre entraîneur pourrait se libérer. Son contrat forcément allait jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Après, sur ce déclin du football italien, alors, on fait pas de politique ici, évidemment, mais est-ce que c'est quand même pas lié à la situation de l'Italie, hein, qui est en crise depuis pas mal d'années, économiquement et donc du coup, ça impacte évidemment tous les pans de la société italienne, comme le sport, même si on disait que enfin, des Italiens dans le sport, se débrouillent plutôt pas mal. On peut expliquer ça ça peut être une des raisons en tout cas, sachant que, comme on disait, hein, l'Italie, hein, enfin le foot c'est une religion en Italie hein, pour le coup. Donc est-ce que ça peut s'expliquer? Vers une démission du président de la fédération Gabriele Gravina, Gennaro Gattuso pourrait aussi quitter son poste. Après une troisième élimination d'affilée en barrage du mondial, Gabriele Gravina devrait présenter sa démission ce jeudi au Conseil fédéral de la Fédération italienne de football. Gennaro Gattuso pourrait lui emboîter le pas. L'histoire se répète. En 2017, Gabriele Gravina avait succédé à Carlo Tavecchio à la tête de la fédération italienne. C'est un effet cocktail, il a beaucoup de facteurs cumulatifs. Ouais, on est plutôt d'accord sur ça. Après la non-qualification de la Nationale pour le Mondial 2018, près de 9 ans et 2 Coupes du Monde manquées plus tard, ce devait être à son tour de suivre le même chemin. Selon la Gazzetta dello Sport, celui qui avait été réélu sans concurrent en février 2025 pourrait présenter sa démission lors d'un conseil fédéral exceptionnel convoqué dans la foulée de la déroute en Bosnie-Herzégovine. Un départ qu'a également réclamé le ministre des Sports italien. La commission aurait alors pour mission de désigner un nouveau président dans un délai de 90 jours. Arrivé le 15 juin 2025, Gennaro Gattuso ne devrait pas davantage survivre à l'échec. Conforté dans un premier temps par Gravina, après la défaite, l'ancien milieu de terrain pourrait lui aussi quitter son poste de sélectionneur. Selon plusieurs médias transalpins, Roberto Mancini et Massimiliano Allegri sont notamment évoqués, tout comme Pep Guardiola. Waouh. Alors déjà, le retour de Roberto Mancini, à mon avis, ça serait une putain d'erreur. Massimiliano Allegri, il me semble plutôt en place du côté du Milan. Il vient d'arriver cette année en plus. Et après, Pep Guardiola à la tête de la sélection italienne, j'y crois. Je crois plus à un Didier Deschamps vraiment qu'à un Pep Guardiola pour,
pour la sélection italienne. On suivra ça de très près. Euh, et donc, on va parler. Alors, on va juste avoir ce petit article sur Chelsea qui a donné plus de 75 millions d'euros en 12 mois à de nombreux agents par rapport à leur transfert. On va juste en parler. On pourra faire, si vous le souhaitez, nos pronos pour cette Coupe du Monde de 2026, hein, rapidement évidemment. On aura le temps de le refaire pour une vidéo spéciale pour la preview de cette Coupe du Monde 2026, mais on peut commencer déjà à le faire. Et évidemment, on a le dossier fait par l'équipe concernant les salaires de Ligue 1. Donc si vous souhaitez parler d'un club en particulier, de quelque chose par rapport au salaire de Ligue 1, il y a aussi un pan spécial pour la Ligue 2, pour les féminines, pour les clubs européens, pour les autres championnats aussi. Donc dites-moi si vous souhaitez parler d'une équipe en particulier, sinon je verrai moi-même. Voilà, juste sur l'article de Chelsea, Chelsea loin devant Aston Villa et Manchester City sur le podium. On peut parler des salaires de l'OGC. Eh ben, on en parlera juste après. En tout cas, merci pour la suggestion. En plus, on est plutôt sur l'OGC Nice dans ce média, donc on va en parler. Le classement des commissions versées aux agents. Donc, Aston Villa et Manchester City sur le podium, Chelsea loin devant. Le classement des commissions versées aux agents en Première Ligue. Selon les données révélées mercredi par la Fédération anglaise de football, Chelsea est le club qui a versé le plus d'argent aux agents licenciés lors des 12 derniers mois. 75 millions. Les Blues sont loin devant Aston Villa ou Manchester City. Chelsea occupe la tête, pas du classement sportif de Première Ligue, puisque les Blues battus lors de leurs 2 derniers matchs de championnat ne sont que 6e à 22 unités du leader Arsenal. Mais du classement des commissions versées aux agents déclarés du 4 février 2025 au 2 février 2026. Porté par ses mercatos frénétiques, Chelsea est en effet loin devant ses concurrents avec 75 millions d'euros versés aux intermédiaires auprès d'un joueur, un entraîneur ou un club, selon les données révélées mercredi par la Football Association. Wolverhampton, généreuse lanterne rouge. Bien loin donc devant Aston Villa, deuxième avec 44 millions versés aux agents, tandis que Manchester City prend de peu la troisième et dernière place sur le podium avec environ 43 millions. Suivent Liverpool 4e, 39 millions, Arsenal 5e, 37 millions et Manchester United 6e, 36 millions. Ces 5 formations qui occupent d'ailleurs les 5 premières places de Première Ligue sont ensuite talonnées par Wolverhampton. 30 millions, surprenant 7e en termes de commissions versées puisque dernier du classement sportif avec 3 petits succès, dont 2 décrochés lors des 3 derniers matchs. Au total, la Première Ligue cumule plus de 528 millions de commissions sur 12 mois, contre presque 80 millions d'euros pour les 24 formations de Championship. À titre de comparaison, la Women's Super League, première division féminine anglaise, ne totalise qu'environ 4,3 millions de commissions sur la même période. Waouh! 75 millions d'euros versés pour des agents 40. Et même, hein, alors Chelsea, c'est scandaleux, mais si on prend tout ce top 7 là, 30 millions, 44 millions, mais ils peuvent s'acheter des joueurs, hein. Avec ça, c'est assez fou quand même. Mais 75 millions, c'est quand même énorme. Je ne sais pas si on se rend compte. 75 millions d'euros de transfert versés à des agents ou des intermédiaires. Je trouve ça incroyable. Alors, sur notre dossier, l'équipe concernant les salaires, on a dit qu'on parlerait de l'OGC Nice. Donc, les salaires de Ligue 1 2026, le top 10 des plus gros salaires de l'OGC Nice. Nice n'a vu certains salaires augmenter en 2026 qu'en raison de la participation à la Ligue Europa. Néanmoins, le désengagement progressif d'Ineos devrait rimer avec un régime resserré à l'avenir. Si la moyenne des salaires n'affiche qu'une légère baisse par rapport à l'an passé, 98 000 euros contre 110 000 euros, c'est parce que certains joueurs ont vu leur salaire augmenter en raison de la participation à la Coupe d'Europe, ce qui fait gonfler la moyenne. Merci à Najras pour le follow, merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans la communauté Edtrick et bienvenue sur ces lives. Donc merci. Donc merci beaucoup. Ouais, c'est Attrick le boss. Oui, effectivement, on est là. J'espère que tu vas bien, Gara Safeside.
Bienvenue une nouvelle fois sur ces lives. Donc je disais, on était en train de parler des salaires de la Ligue 1. Un gros dossier sorti sur le site de l'équipe concernant les salaires de Ligue 1, que ce soit les coachs, les joueurs, toutes les équipes à peu près. On peut parler aussi des féminines, des autres championnats évidemment, Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie et même les salaires des arbitres. Donc si vous avez une équipe en tête, n'hésitez pas à nous la proposer. Là, on était sur les salaires de l'OGC Nice, donc on disait que les salaires de l'OGC Nice avaient, avaient légèrement baissé, mais augmenté en même temps par rapport à la Ligue Europa totalement gâchée par cette équipe de Nice. Chef, t'as vu les gens qui disent Mbappé est un dictateur? Bon, alors ça, ce n'est pas forcément récent, hein, la légende que Kylian Mbappé est un dictateur, elle est présente depuis au moins le Paris Saint-Germain et depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe de France, donc c'est-à-dire, allez, on va dire 2021 à peu près, où les rumeurs de la dictature de Mbappé sont évidentes, en tout cas, on va dire ça comme ça. On se souvient, hein, par rapport à des déclarations qu'il avait eues, alors au bout d'un an ou 2 ans, je crois, au Paris Saint-Germain, où il disait qu'il voulait plus de responsabilités, tout ça. Euh, donc voilà, c'est pas forcément étonnant toutes ces vannes sur la dictature de Kylian Mbappé. Le départ programmé de la plupart des gros salaires cet été devrait rendre la baisse plus spectaculaire l'an prochain. Les dernières recrues bénéficient de salaires à 2 à 3 fois moins élevés que celles arrivées il y a quelques années. Alors, donc sur le top 10 des salaires mensuels bruts de l'OGC Nice, on a Sofiane Diop qui est numéro 1, qui touche le plus gros salaire à Nice, 350 000 euros euh, par mois pour Sofiane Diop. On parle de brut, hein, donc c'est pas forcément ce qui tombe dans la poche. Après, il y a tout ce qui est impôts, tout ça. Mohamed Ali Chaud, 220 000 euros, quand même. Il agit comme s'il possède l'équipe. Effectivement, hein, bah après, on connaît, hein, on connaît le tempérament de Kylian Mbappé. Mais voilà, que dire, hein. Après, le souci, c'est que souvent les institutions le laissent faire. On se souvient qu'au Paris Saint-Germain, il avait pris totalement, quasiment les rênes. Au Real Madrid, c'est ce qui s'en rapproche. En équipe de France, c'est ce qui s'en rapproche aussi, hein. Donc ouais, c'est pas. Il fait un peu ce qu'il veut, hein. Nous, c'est ce qu'on disait dans l'émission Équipe de France, hein. N'hésitez pas à aller la voir, elle est disponible sur YouTube. Que s'il veut jouer numéro 9 à droite, à gauche, défenseur central, Kylian Mbappé, il fait plutôt ce qu'il veut, hein. Il a beau parler collectif, on sait que. Après, c'est comme ça, hein, dans toutes les sélections, les équipes, les stars mènent la danse, hein. Cristiano Ronaldo, c'était pareil. Lionel Messi, c'est pareil. On a beau pas le dire ou le voir, c'est exactement pareil. Euh, Neymar au Brésil, c'est pareil. Raoul autrefois, on peut même parler de Raoul. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais, euh, mais tous, hein, tous, ils font ce qu'ils veulent quand c'est des grands joueurs. Après, il faut le démontrer sur le terrain. C'est sûr que si tu le démontres sur le terrain, hein, Kylian Mbappé, il a plus de 40 buts cette saison. euh, il a deux, trois arguments quand même. Après, il faut que ça serve le collectif quand tu fais des choses comme ça. Voilà. Donc, on disait qu'on était sur les salaires de l'OGC Nice. Donc, on disait Sofiane Diop, 350 000 euros. Mohamed Aïcho, 220 000 euros. Morgan Sanson, 205 000 euros pour le niveau de certains joueurs. Je trouve ça assez fou. Jonathan Kloss, Youssouf N'Diachimie et Eli Wahi. Eli Wahi, en fait, c'est qu'une partie de son salaire, hein. Nice prend en charge une partie du salaire de Eli Wahi qui a 340 000 euros avec les Track Francfort, hein. On rappelle qu'il est en prêt. Et l'OGC Nice paye 200 000 euros. Hicham Boudaoui, 170 000 euros. Ndombele et Bard, 150 000 euros mensuels bruts. Et Charles Van Hout, 100 000 euros. C'est énorme. Neymar marque ce soir. Oui, je savais même pas que Neymar jouait ce soir. Qu'est-ce qu'on a ce soir? Santos. Donc ça doit être sur demain. Attends, on parle de Neymar, du coup je me focus direct sur Neymar. Santos contre Remo.
et tu nous dis que Neymar marque ce soir. Et ben en tout cas, on lui souhaite, hein, on souhaite à Neymar d'aller à la Coupe du Monde même. On en parlait hier, hein. Alors là, pour le coup, le dossier Neymar, on se l'est farci hier. On reviendra pas forcément dessus aujourd'hui. Euh, Tu penses Yamal deviendra comme Mbappé? Je sais pas. Alors totalement possible pour le coup là. Déjà, on sait qu'il était, il était dans les discussions pour faire venir Nico Williams, hein. Je pense que c'était un atout de marge, hein, qui voulait faire venir son pote de la sélection. Ouais, possiblement. De toute façon, comme je disais, hein, une fois que tu es une star, hein, il y a très peu, en tout cas, je connais très très peu de stars qui n'ont pas pris le pouvoir, enfin qui n'ont pas eu de très très grosses responsabilités dans un club. À un moment, c'était plutôt bien géré, par exemple, au Real de Madrid. Maintenant, après, tout le monde fait ce qu'il veut au Real et c'est pour ça qu'on a une petite baisse sportive. Je sais pas de quel club j'ai en tête qui pourrait faire la même chose. Bon, au Paris Saint-Germain, c'était visible. Voilà, par exemple, le Paris Saint-Germain, on a remis un peu d'ordre sur ça. On a enlevé un peu toutes les stars qui prenaient le pouvoir. On a mis. Alors là, pour le coup, c'est plutôt le coach, la star, et qui a le pouvoir dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais à l'époque, ça pouvait être des joueurs comme Mbappé, Neymar, Messi, ou même d'autres, hein. Donc voilà. Donc voilà, pour ces clubs, on disait, hein, j'ai vu dans les commentaires, hein, Ndombele se régale. C'est pas faux que Ndombele, il se régale, hein, et même Sofiane Diop, Ali Chaud, 350 000 euros Sofiane Diop, c'est quand même énorme. Même si j'aime beaucoup le joueur, je trouve ça quand même énorme. Donc par rapport sur un avis global, le PSG écrase tout en Ligue 1, l'OM progresse, mais les salaires moyens sont globalement en baisse en Ligue 1. Comme chaque année, l'équipe dévoile les salaires moyens des clubs de Ligue 1, le PSG reste dans une galaxie à part, tandis que l'OM a sensiblement renforcé sa masse salariale par rapport à la saison dernière. Le champion d'Europe reste dans une autre dimension avec 650 000 euros bruts en moyenne par joueur. Le PSG domine largement le classement des salaires de Ligue 1, une masse salariale quasi stable en hausse de seulement 3 000 euros par rapport à la saison précédente. Dauphin de Paris, l'OM distribue 300 000 euros bruts mensuels en moyenne, soit 50 000 euros de plus que la saison dernière. Mais c'est énorme! Monaco complète le podium avec 140 000 euros à égalité avec la saison passée. Plus surprenant, le RC Lens en lice pour le titre en Ligue 1 pointe à la 10e place de ce classement avec 80 000 euros de salaire moyen brut, une hausse de 14 000 euros. Hors promu sont les deux dont les données n'étaient pas disponibles la saison passée, c'est Strasbourg 100 000 euros contre 85 000 euros et Auxerre 40 000 euros contre 37 000 euros affiche également une progression par rapport à la saison 2024-2025. Dans le sens inverse, Nantes a réduit drastiquement sa voilure, passant de 80 000 euros à 50 000 euros. Les Canaries sont suivis d'Angers, baisse de 33,3%, puis de Toulouse 22,2%. Alors, les salaires moyens bruts en Ligue 1, donc le PSG 650 000 euros, donc c'est une moyenne, hein. L'OM 300 000 euros, Monaco 140 000 euros, Rennes 118 000 euros quand même. Alors l'OL, hein, eux aussi ils font pas mal de baisses, hein, mais ils restent quand même. Ça, c'est les salaires qu'ils avaient donnés précédemment, 110 000 euros pour l'Olympique lyonnais de moyenne. Même Nice, hein, Nice ici. Vraiment, c'est le don de se mettre dans la merde. T'es 15e de Ligue 1 et t'as des salaires moyens à 98 000 euros. Encore, on peut parler des autres clubs, hein, ils sont dans ce top, bah voilà, top 5, top 6, top 7 de Ligue 1. Bon, Strasbourg, c'est encore autre chose, hein, la multipropriété, tout ça. Le PSG aussi, c'est une autre galaxie, mais voilà, Nice 7ème, 90 000 euros, était 15e de Ligue 1, Lille. Le Paris FC, 84 000 euros, alors là, c'est. Bon, après, c'est de l'argent infini au Paris FC, hein, honnêtement. Lens, 2e de Ligue 1, 80 000 euros de moyenne. Donc c'est plutôt énorme. Nantes, Brest, Lorient, Toulouse 35 000 euros, qui fait quand même une saison correcte. Angers aussi, 18 000 euros Angers, de salaire moyen. C'est quand même assez fou. On va aller voir les salaires d'une équipe comme Angers, par exemple. Ça peut être intéressant. Euh, Et après, qu'est-ce qu'il nous disait? Nice, dernier beau contrat pour Dante. Le régime se poursuit. Hum, hum, hum.
Oh la vache! Concernant les recrues de l'été dernier, alors on est toujours sur l'OGC Nice pour le coup, hein. Seul Charles Van Noot dans le top 10 alors que plusieurs... alors concernant les recrues de l'été dernier, seul Charles Van Noot figure dans le top 10 alors que plusieurs émargent. Kevin Carlos, il est à 80 000 euros. 80 000 euros pour Kevin Carlos. Mon Dieu. Seigneur. Angers est revenu à la raison. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Angers? Contraint de baisser sa masse salariale de 13 à 8 millions d'euros, le SCO a le plus petit budget de Ligue 1, a réduit la voilure en diminuant de 33% le salaire moyen brut, passé de 27 000 à 18 000 euros. Alors, putain, c'est fou quand même. Vandenboomen, Belkebla, Koya, Lipou et Lefort sont les plus gros salaires d'Angers. Ils sont seulement à 50 000 euros. Kevin Carlos, il touche plus que eux tous. C'est bon? Hervé Kofi, il a 45 000 euros. Il est prêté par Lens? Je savais pas ça. Putain, il y a des trucs quand même, c'est fou quoi. Belkedim, il touche 25 000 balles. Bon, c'est un peu voyeur comme ça de parler d'argent comme ça. Faudrait lire les articles quand même. On va le faire. Parce que là, je vous donne des chiffres un peu comme ça, bêtement. Mais est-ce qu'il y a un club dont vous voulez qu'on parle en particulier? Dites-moi. On a parlé de l'OGC Nice, mais on parlait rapidement d'Angers. Est-ce que vous voulez voir, je sais pas, les salaires du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille, du Paris FC, du Stade Rennais, du RC Lens, Monaco? Dites-moi, dites-moi. Peut-être celui sur l'Olympique Lyonnais, ça peut être plutôt intéressant par rapport à tout ce qui s'est passé cet été. Dites-moi s'il y a un club qui vous intéresse en particulier. On ira dessus. Il y a aussi les clubs européens. Les féminines, j'irai sur les féminines, quoi qu'il arrive, juste pour voir ce qui se passe. Et les salaires des arbitres en Ligue 1. Mais si déjà vous voulez parler de certains clubs, n'hésitez pas, dites-moi dans le chat, hein, que ça soit sur Twitch, sur TikTok, si vous souhaitez parler d'un club en particulier. Sinon, on va sur l'Olympique lyonnais. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Le montage financier de Greenwood et Hendrick, c'est pas mal. Et ben voilà, on va aller sur l'Olympique Lyonnais. Sur l'Olympique Lyonnais, on ira sur Hendrick juste après. Et après, on ira sur l'Olympique de Marseille, du coup, si on parle de Greenwood. Les salaires de Ligue 1 2026, Lyon, la nouvelle vertu salariale. La cure d'austérité imposée par la DNCG l'été dernier a amené l'OL à proposer désormais des salaires qui n'ont rien à voir avec l'ère Textor. Merci à Tombolo pour le follow, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue dans la communauté Hattrick, un de plus, on va dire. Donc merci beaucoup, merci pour les likes aussi. Je vois qu'il y a du like qui monte. Donc merci beaucoup, les amis, d'être présents tous les matins en live 10h midi. Je le rappelle, que ça soit sur Twitch ou TikTok. Et on est de plus en plus tous les matins. Alors, l'époque où l'échelle des salaires de l'OL illustrait l'incohérence de sa politique sportive et budgétaire semble révolue. En 2024, le défenseur remplaçant Dejan Lovren figurait sur le podium des rémunérations lyonnaises, 400 000 euros mensuels. En 2025, Alexandre Lacazette, Nemanja Matic et Jordan Veretout, dont l'apport sportif était en forte baisse, occupaient le top 5, toujours à des hauteurs très élevées, respectivement 500 000 euros, 400 000 euros et 300 000 euros. Putain, Matic, il touchait 400 000 balles. C'est des chiffres, hein, qui m'étonneront toujours. Karazu qui est de retour sur notre live Twitch. Donc, si tu nous as quitté trop tôt, on parlait des salaires des clubs de Ligue 1. On a un peu pas mal. Il y a un gros dossier fait par l'équipe sur les salaires dans le foot. Et donc là, on est sur l'équipe, l'Olympique lyonnais. Si vous avez des clubs en tête, je le répète, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On va sur l'Olympique lyonnais, on va après sur l'Olympique de Marseille. Et après, on essaiera de voir d'autres choses. En 2026, l'actuel quatrième de Ligue 1 est en ligne sur... donc là sur l'OL, hein, en 2026, l'actuel quatrième de Ligue 1 est en ligne sur le terrain et en dehors. Le capitaine... On pourra faire le TFC, si vous le souhaitez. Euh, le capitaine Corentin Tolisso et le vice-capitaine Moussa Niakate et la nouvelle star de l'équipe, Hendrick, sont les mieux rémunérés d'une troupe où les salaires au-delà de 200 000 euros ne sont plus la norme.
Une masse salariale réduite de moitié. En fait, d'un point de vue salarial, on peut presque séparer le vestiaire de l'OL en deux. Les contrats époque Textor et post-Textor. Afonso Moreira, Ruben Kluivert, Dominique Greff ou Pavel Souch. Quatre recrues marquantes du mercato d'été émargent autour de 100 000 euros et plutôt en dessous. Ils symbolisent la nouvelle norme locale imposée par la DNCG l'été dernier. À l'époque, la masse salariale se situe autour de 160 millions d'euros, en légère baisse par rapport à 2024, 170. Depuis, elle a été réduite d'environ 50% pour le seul effectif professionnel, malgré le mercato d'hiver ambitieux. Près d'Hendrick et de Yaremchuk, transfert de Narté. Pour restreindre aussi vite et aussi fort ses dépenses de personnel, le club a réduit la taille de l'effectif pour commencer. Il culmine actuellement 28 éléments, jeunes issus du centre de formation compris sous l'ère Textor. La trentaine était régulièrement dépassée. Ensuite, face aux exigences des instances, les dirigeants rhodaniens ne se sont pas contentés de la non-reconduction des contrats arrivant à échéance ou de transférer Ryan Cherki à Manchester City. Ils ont vite conclu les sorties d'éléments tels que Jordan Verretou ou Adrielson afin de se confirmer à l'encadrement établi avec la DNCG et pouvoir attirer les cibles à moindre coût sans attendre. À l'arrivée, l'OL présente une masse salariale nettement inférieure à 70% de son chiffre d'affaires, la recommandation de l'UEFA. Cela n'en fait pas encore un bon élève aux yeux des instances, mais presque. Cet hiver, la DNCG a levé l'encadrement des transferts. Cela lui offre des perspectives surtout en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, car la sortie probable cet été de quelques hauts salaires issus de l'Air Textor, Ernest Nuama, Aurel Mangala, pourrait aider à financer le retour de Lyon dans le grand monde. Euh, voilà, alors il y avait un article spécial Hendrick. Combien Hendrick coûtera-t-il à l'OL? L'attaquant brésilien Hendrick a été prêté gratuitement par le Real Madrid, qui récupère en juin une indemnité de prêt plus ou moins importante selon le nombre de matchs qu'aura disputé le joueur avec l'OL. Un article d'Hugo Guillemet, évidemment. En prise avec le dossier Hendrick dès le mois de septembre, au lendemain de la clôture du mercato estival 2025. Puis tombé d'accord avec le joueur à la fin du mois d'octobre, les dirigeants lyonnais ont ensuite eu le luxe du temps pour affiner les modalités du prêt de l'attaquant de 19 ans sur lesquelles ils se sont finalement entendus avec leur homologue du Real Madrid avant le début de l'année. L'idée est que les trois parties trouvent un intérêt maximum dans cette aventure de 6 mois et c'est ainsi qu'a été élaboré un montage tenant compte des finances limitées de l'OL en même temps que de la volonté des Madrilènes de voir le Brésilien jouer le plus possible à Lyon. Fait rare dans le cas d'un joueur si jeune à la valeur marchande si haute, le club espagnol a accepté de laisser partir l'attaquant sans indemnité de prêt sous condition qu'il dispute au minimum 25 matchs. Dans le cas contraire, le coût pour l'OL pourrait se chiffrer à 1 million d'euros maximum. Hendrick a déjà participé à 14 rencontres, toutes compétitions confondues avec sa nouvelle équipe, 6 buts, 5 passes décisives. Mais les éliminations successives en Coupe d'Europe contre Lens, en Coupe de France pardon, contre Lens et en Ligue Europa face au Celta Vigo sont de mauvaises nouvelles. Avec 7 journées restantes seulement en Ligue 1, le Brésilien atteindra maximum 21 matchs avec l'OL. En off, ça parle de nombre de maillots vendus, etc. Oui, c'est vrai que je crois que j'en avais entendu de cette histoire de maillots vendus pour Hendrick. Après, j'ai pas forcément les infos concrètes, donc j'ai pas on va peut-être pas en parler après si c'est mentionné dans l'article, mais pour le coup, je peux pas forcément vérifier l'info. 4 paliers sur 5 devraient être atteints. Dans ce cas de figure, le club rwandanien n'aura pas à payer 1 million d'euros qui pourrait grever ses maigres finances, puisque les dirigeants ont pris le soin d'inclure les paliers dans la négociation à l'indemnité. Enfin, de l'indemnité. Ils ont en effet 200 000 euros en moins à verser tous les 5 matchs et Hendrick passera le troisième palier sans aucun doute à Angers ce dimanche pour la reprise du championnat après la trêve internationale. Le coût du prêt de l'attaquant pour l'OL variera donc entre 200 000 s'il joue 6 des 7 dernières journées et 400 000 euros maximum pour 6 mois. Un prix peu élevé dans ce type de transaction, en témoigne le tarif pratiqué par Arsenal pour prêter Ethan Nwaneri à l'OM par exemple. Cela explique par le fait que le Real n'a pas vraiment besoin d'argent, mais il avait en revanche besoin qu'Hendrick, qu'il a acheté plus de 50 millions d'euros il y a 2 ans à Palmeiras, développe son talent et son potentiel en cumulant du temps de jeu. Une mission partiellement réussie à Lyon malgré la baisse de régime récente sur le plan des performances 10 joueurs, qui vient tout de même d'être appelé en sélection nationale par Carlo Ancelotti. En parallèle du montage sur l'indemnité de prêt, l'OL a pris en charge environ la moitié du salaire du Brésilien, cet investissement est en adéquation avec la nouvelle politique salariale du club.
car il représente ce que l'OL dépense pour les joueurs de la seconde partie de son top 10, comme Abner ou Tanner Tessman. Bon, ça va. Hendrik bénéficie en plus de cela de l'impatriation, un avantage fiscal pour les étrangers qui lui permet d'être exonéré de 30% d'impôts en France sur sa rémunération totale. Alors, le salaire moyen mensuel brut moyen à l'Olympique Lyonnais, c'est 110 000 euros. Et donc, sur les plus gros salaires, on a Corentin Tolisso qui marche à 450 000 euros. Bon, après, il fait une sacrée saison quand même, le capitaine lyonnais, mais 450 000 euros, c'est énorme. Ça, c'est des trucs négociés. Alors, ça, Corentin Tolisso, il me semble que c'est négocié même pas par Textor, mais Jean-Michel Aulas avant de quitter le club. Moussa Niakhaté, Aurel Mangala, alors ça, c'est du Textor tout craché, 300 000 euros. Bon, pour le coup, on a envie de dire que Moussa Niakhaté, avant cette saison, on pouvait en discuter. Là, cette saison, pour le coup, c'est quand même l'un des meilleurs défenseurs centrales de Ligue 1. Ça reste toujours pas mal. Ernest Nuama, Maitland Nice, 250 000 euros. Nicolas Tagliafico, Tanner Tessman, 220 000 euros. Donc Hendrik, 210 000. Donc ça veut dire qu'il touche quasiment 400 000 euros hein, avec le Real. Et Abner Vinicius, 200 000 euros. Et Tyler Morton, 160 000. Pas dégueu quand même, Tyler Morton. Après, c'est peut-être pour ça qu'il veut retourner en Angleterre, peut-être doubler son salaire. Quasiment. Il est quelle heure? 11h12. 11h12, je le rappelle, on va finir un peu plus tôt aujourd'hui parce que je dois me rendre à la conférence de presse de l'OGC Nice. Donc on finira plus tôt. Mais de toute façon, on aura le temps d'en parler peut-être demain, hein, vu que demain, il n'y a pas grand-chose. Ouais, une nouvelle fois de demain, il n'y a pas grand-chose, donc on pourra parler une nouvelle fois des salaires de Ligue 1. Là, on va juste aller sur l'Olympique de Marseille, le gros de ce dossier. L'OM ne connaît pas la crise. Et après, on essayera de faire le TFC juste avant de partir. Les salaires de Ligue 1 2026, à l'OM, une masse salariale record. Malgré les difficultés structurelles traversées par le football français avec la dégringolade des droits de télé notamment, l'OM continue d'offrir des revenus très élevés à ses joueurs, conséquence de la qualification en Ligue des Champions, mais pas seulement. Article de Baptiste Chaumier et Simon Boll. À peine sortis de l'aviation générale de Marignane, où l'OM aime désormais scénariser leur arrivée, les recrues n'ont jamais manqué d'évoquer les raisons de leur choix. Le Vélodrome, les supporters, la Ligue des Champions, Roberto De Zerbi, parti depuis, le discours du directeur du football Mehdi Benassia, étrangement moins souligné ces dernières semaines. Il y a d'autres arguments moins avouables aussi, comme le soleil, la mer et les salaires. Même sans Coupe d'Europe à disputer, l'OM a toujours fait des efforts sur sa masse salariale ces dernières années. Et le retour en C1 cette saison n'allait pas freiner ses plus hautes ambitions sportives et financières. Le club olympien possède d'ailleurs la deuxième masse salariale du championnat derrière le Paris Saint-Germain, même si les calculs sont faussés pour Monaco où l'impôt ne s'applique pas. L'OM affiche même une masse salariale record dans son histoire, signe des énormes dépenses consenties dans ce domaine, quitte à doubler, tripler, voire quadrupler les revenus de certains joueurs pour mieux les convaincre de signer à Marseille. Les trois milieux, Adrien Rabiot, 500 000 euros, Ismaël Benasser, 450 000 euros et Valentin Rongier, 330 000 euros parmi les 7 joueurs les mieux payés la saison passée, sont partis. Le salaire moyen mensuel brut de l'effectif a tout de même bien gonflé et il oscille désormais autour de la barre des 300 000 euros, 250 000 en 2024-2025. Waouh! Waouh! Le salaire numéro 1 de l'Olympique de Marseille, les amis, c'est Pierre-Émile Højbjerg, 500 000 euros. Salaire mensuel brut, hein, on le rappelle une nouvelle fois, hein, mais quand même. Geoffrey Kondogbia, Mason Greenwood, 450 000 euros. Naya Fegerd, 400 000 euros. Quatrième, Pierre-Emerick Aubameyang, 350 000. Aubameyang, il a dû s'asseoir quand même sur pas mal d'argent, hein, sachant qu'il était en Arabie Saoudite la saison dernière. 350 000 pour Léo Balerdi, 350 000 pour Benjamin Pavard, 350 000 pour Igor Pechao, 320 000 Facundo Medina, Quinten Timber, Ahmed Traoré, Geronimo Rulli, 320 000 euros. Putain. Par payé par l'OM, l'Inter qui le prête lui verse la différence du salaire qui s'élèverait à 500 000 euros. Putain, Benjamin Pavard, il touchait 500 000 balles. Puisqu'aucun joueur déjà présent au club n'a prolongé, hormis le minot Tadjidine Mamdi, au contrat d'Erisor à l'échelle olympienne entre 15 000 et 20 000 euros, il faut de nouveau se tourner vers les nombreuses recrues
pour certaines reparties des 2 derniers mercatos pour comprendre et mieux évaluer cette hausse. 6 d'entre elles s'installent dans le nouveau top 10 des rémunérations du club avec plusieurs cas de figure. Bouafsi, il va baisser les salaires s'il vient. Ouais, je pense qu'il a intérêt à baisser les salaires juste par rapport aux revenus des droits télé. Mais après, il faudra voir aussi si l'Olympique de Marseille est qualifié en Ligue des Champions. Parce que là, s'ils sont pas qualifiés en Ligue des Champions, il y en a pas mal hein, qui vont partir, hein, je pense. Euh, Péchao aurait presque triplé ses émoluments en rejoignant l'OM. Souvent pointé du doigt cette saison, le champion du monde Benjamin Pavard s'invite notamment parmi les cadres de la grille. Le Français est prêté par l'Inter Milan où il touche un salaire élevé, 5 millions d'euros net par an, que la direction marseillaise ne règle pas en totalité. Car le club italien et les joueurs ont fait des concessions, mais en bonne partie l'OM considérant toutefois l'estimation trop élevée. Ses compères défensifs, Naïef Aguerd, Facundo Medina, respectivement arrivés de West Ham et de Lens, sont également bien lotis. Facundo Medina aussi, hein, il a dû faire une sacrée plus-value en arrivant à Marseille. Alors que le premier ne bénéficie pas d'impatriation et que le second, prêté avec option d'achat obligatoire par le Racing, a signé un nouveau bail largement supérieur à ce que prévoyait sa dernière année lançoise. Tu m'étonnes. Pour les anciens de Feyenoord, Igor Pechao et Quinten Timber, aussi la bascule est fort intéressante. Surtout si on ajoute la prime à la signature lissée dans le calcul pour le Brésilien, qui aurait ainsi presque triplé ses émoluments. Il en va de même pour l'ancien Lillois, Angel Gomez, actuellement prêté à Wolverhampton, qui prend en charge son salaire 400 000 balles. Putain, Angel Gomez, il prenait 400 000 euros, prime comprise. Ces niveaux de rémunération et les engagements longue durée signés dans la majorité des cas rappellent un peu plus la dépendance du modèle marseillais à la Ligue des Champions. L'augmentation des revenus est plus importante que celle de la masse salariale sur la même période. Insister un proche de l'actionnaire en fin d'année, le club pourra toujours se dire qu'il a gagné gros en économisant la dernière année de contrat de Roberto De Zerbi et en le remplaçant par Abibé qui touche moins de la moitié de son salaire. Putain, De Zerbi touchait 6 millions. Et à mon avis, il doit toucher plus du coup, maintenant qu'il a signé du côté de Tottenham. Pop, pop, pop. Donc on disait, on a parlé de Lyon, Marseille, et dans le chat Twitch, Karazou voulait qu'on parle du Toulouse FC. Donc je me plie à cette discussion. Alors, système D comme diminution à Toulouse. Les salaires de Ligue 1 2026, système D comme diminution à Toulouse. Pour faire face à la baisse des droits télé en Ligue 1, Toulouse a dû ajuster sa masse salariale. Celle-ci a diminué sensiblement par rapport à la saison dernière avec des départs de joueurs plus coûteux que ceux recrutés. Un article d'Hugues Sionis. Déjà accompagné d'une forme d'austérité avec son ancienne direction, Toulouse a gardé la même recette cette saison. Aucune place euh, à la folie. La crise des droits télé a même accentué la rigueur prônée par le successeur de Damien Comolli, réputé lui-même difficile en affaires. Ce que je peux dire de manière très précise, c'est que la masse salariale cette année versus celle de l'an dernier est inférieure de 20%, affirme Olivier Cloirec, le président du TFC depuis l'été dernier. Validant nos estimations à la baisse, le salaire moyen était de 45 000 euros en 2024-2025. Pour le TFC, l'un des plus petits budgets de Ligue 1, autour de 50 millions d'euros, chiffre non confirmé par le club. Le modèle se résume toujours à vendre ses actifs du mieux possible pour équilibrer ses comptes. Mission accomplie lors des 2 derniers mercatos, plus 32 millions d'euros, 45 millions d'euros de vente pour 13 millions d'euros d'achat. Mais dans un contexte financier plus difficile que les années précédentes, le club haut-garonnais a été obligé de surperformer dans le recrutement, ce qui s'est traduit aussi par ricochet dans les rémunérations offertes. On a proposé plusieurs joueurs et était surpris que Toulouse ne puisse pas s'aligner, témoigne un agent familier de l'environnement toulousain. C'est un des clubs qui paye le moins les joueurs, c'est sûr, confirme une autre source moins policée habituée à négocier avec le TFC. Il les paie en cassoulet. Je veux bien qu'il n'y ait plus d'argent, mais à un moment, il faut respecter les gens quand même. Une remarque contredite par les décideurs toulousains. Attention, ce ne sont pas des salaires complètement neutres et des chiffres lambda pour tout le monde. Rappelle le Cloirec, estimant que Toulouse reste attractif sur d'autres domaines que le financier. Certains salaires sont évolutifs. Prêté par Strasbourg, Demba Diop a par exemple été convaincu par la perspective de gagner en temps de jeu. Pour le faire venir cet hiver, le TFC a consenti un rare investissement en prenant la totalité de son salaire en charge, 50 000 euros brut mensuels, une rétribution équivalente à celle de Francis Abou, l'un des paris estivaux les plus coûteux mais blessé peu après son arrivée dans la Ville Rose.
Pour remplacer les anciens joueurs les mieux payés, Aburlal, King, Siro et Schmidt, une autre stratégie a été adoptée en privilégiant des joueurs moins gourmands. 30 000 euros pour Emerson, 28 000 euros pour Hidalgo, 20 000 pour Russell Rowe. Il ne figure pas dans notre classement cette année, mais grâce à des salaires évolutifs comme ceux de Djibril Sidibé, jusqu'à 90 000 euros en cas d'objectif atteint, ou de Yann Gbo, augmenté chaque saison de 5 000 euros, la hiérarchie dominée par Aaron Donum et Rasmus Nikolaisen ne restera pas nécessairement figée. Le top 10 des salaires mensuels bruts de Toulouse, donc on a Donum numéro 1 avec Nikolaisen à 60 000 euros. Mackenzie et Guillaume Rest à 55 000 euros. Caceres Sidibé à 51 000 euros. Mais qui peut monter jusqu'à 90 euros, 90 000. Abou et Demba Diop 50 000 euros. Charlie Cresswell 48 000. Yenbo 40 000 euros. Donc déjà, c'est totalement différent d'un club comme l'Olympique de Marseille ou l'Olympique lyonnais. Même l'OGC Nice, pour le coup. Le 10e salaire de l'OGC Nice, c'était 100 000 balles. Voilà, est-ce que vous voulez qu'on parle d'un autre club? Sinon, ce dossier, on le reprendra demain. On pourra parler des salaires en Europe. Il nous reste quoi? 8 minutes? Ouais. Alors, qui remportera la Coupe du Monde? On fera ça plus tard. Je l'ai mis en favori, on pourra retourner dessus. Donc là, on parlait de l'OGC Nice. L'OGC Nice, peut-être qu'on fera un autre point demain. En plus, on aura la conférence de presse qui est sortie. Peut-être qu'il y a des questions sur ça qui vont arriver. Mais est-ce qu'on va sur les féminines, vu qu'on parlait de la Ligue des champions féminines, ou on va sur les arbitres? Peut-être que les arbitres, on se les garde pour demain, on va plutôt sur les féminines. Des rémunérations en hausse. Les salaires de l'Arkema Première Ligue 2026, un championnat de mieux en mieux structuré, des rémunérations de plus en plus élevées. La création de la LFFP à l'été 2024 et la promotion récente de gros clubs OM, Nantes, Lens, Strasbourg tirent les salaires de l'Arkema Première Ligue vers le haut. Strasbourg en Conference League. On pourra parler de Strasbourg aussi, c'est vrai, j'ai oublié, chez les hommes. Un article de Cyril Olives-Berthet. 15% d'augmentation par an. Nombreux sont ceux qui seraient très heureux de bénéficier d'une telle hausse dans leur domaine de compétences. L'élite du football féminin français est le théâtre de cette progression depuis quelques années. La création de la LFFP, Ligue féminine de football professionnel, le 1er juillet 2024, a été un catalyseur avec notamment l'invention de la licence club, puis des labels outils de soutien financier aux pensionnaires de Première Ligue. Cela a renforcé la compétitivité médiane, haussé les standards de plus en plus de clubs ont des ambitions européennes à moyen terme. Relève Paul-Hervé Douillard, directeur de la LFFP, les contrats à mi-temps n'existent plus, cela a mécaniquement augmenté les salaires moyens. Les joueuses ont également vu leurs émoluments augmenter à la faveur de la promotion parmi l'élite de plusieurs grosses équipes. Strasbourg, soutenu par Blouco, est monté en 2024, accompagné par Nantes. À la politique volontariste, l'été dernier, ce sont Lens et l'OM qui les ont rejoints, prenant la place de Reims et de Guingamp, qui ne se trouvaient pas dans une logique de développement de leur section féminine. 3 300 euros de salaire moyen à l'OM. Putain, ils étaient en Ligue 2 la saison dernière. Il y a un effet boule de neige et cela a un impact direct sur les salaires, se félicite Douillard. Globalement, le budget médian est en hausse de 33% depuis 2 ans, notamment grâce aux sponsors. La professionnalisation du championnat profite surtout aux clubs moyens. 8 clubs sur 12 dépassent désormais un salaire moyen de 3 000 euros, alors qu'il n'était que 3, OL Lyon, le PSG et le PFC, la saison dernière. Fleury et le PFC ont vu leur moyenne bondir de 30%. Surprise de la saison en route pour une qualification historique pour les playoffs, Nantes a pris presque 25% et se retrouve déjà concurrencée par Marseille, l'équipe dirigée par Corinne Diacre, Titi des habitués de la Première Ligue avec 3 300 euros de salaire moyen. La tendance devrait se poursuivre, on va soutenir cette hausse, la renforcer, promet le directeur d'une LFP qui voit d'un bon œil le travail remarquable réalisé en seconde ligue par Toulouse, Auxerre, Lille ou encore Le Mans. L'adoption de la convention collective, si elle se fait un jour, contribuera aussi à faire grimper les revenus des joueuses. Alors autant dire que c'est pas les mêmes salaires qu'en Ligue 1, mais bon, je les prends aussi. Alors c'est sûr que c'est totalement différent, quand on voit des 3 300 euros de salaire moyen, je suis même pas sûr qu'en Ligue 2, ça soit le salaire moyen. Est-ce qu'on a un classement des joueuses les mieux payées de DRKMA? On n'a pas forcément. Je crois que les joueuses les mieux payées chez les féminines, ça.
Ce sont, bon, c'est Lyon évidemment, le Paris Saint-Germain, mais ça tourne autour de 30-35 000 euros, il me semble, hein, si je dis pas trop de conneries. À vérifier. En tout cas, on pourra vérifier s'il y a, vérifier ça demain. Pour aujourd'hui, on va se laisser, les amis. Désolé, malheureusement, je dois vous laisser parce que je dois me rendre à la conférence de presse de l'OGC Nice, hein, c'est ce que j'étais en train de dire précédemment dans le live. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Demain, on parlera évidemment des matchs de la reprise des championnats européens, de tous les championnats en général. On parlera de la Ligue des champions féminine, évidemment. On parlera aussi, on reviendra sur les salaires proposés par les clubs de football et de bien d'autres choses. En tout cas, je le rappelle, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo sur l'équipe de France qu'on a faite avec Gaëtan et Tiziano, où l'on parle du dernier rassemblement de la prochaine Coupe du Monde pour les Bleus. Et donc, c'est disponible sur la chaîne YouTube, évidemment, Attrick FR, ou sinon les plateformes de podcast, pareil, Attrick FR, Apple Podcast, hop là, Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon Music, évidemment. Vous pouvez toujours me follow sur les réseaux sociaux, sur Twitch pour ceux qui ne l'ont pas fait, sur TikTok pour ceux qui ne l'ont pas fait aussi. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui vont aller manger, je vous souhaite un bon appétit. Et on se retrouve demain, les amis. Ciao, ciao!